Bonjour à tous les lecteurs de Passion Logère et bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc vous reconnaissez Roy Bayerlein, donc nous sommes en direct du Centre Horloger de Provence et nous allons parler de quoi? Évidemment d'horlogerie, de la belle horlogerie qui nous passionne. Roy, le sujet du jour. Alors, bonjour à tout le monde déjà pour commencer. Et aujourd'hui, on va traiter un petit peu le sujet de l'étanchéité de nos belles Rolex et l'ouverture et la fermeture des fonds. Vaste sujet. Oui. Alors, beaucoup évidemment de commentaires. Il va de soi qu'une montre de plongée, quelle qu'elle soit, va avoir une obligation de maintenance un peu plus importante que toutes les autres marques et surtout les autres montres dans l'ensemble des productions, et va avoir besoin aussi à ce moment-là d'une fermeture beaucoup plus conséquente. Tout dépend de la profondeur à laquelle, évidemment, on veut que la montre puisse aller, et des joints, évidemment, qui vont avec. Alors, les joints, sur une de nos marques préférées, on va pas être monomarque, mais étant Rolex, étant la montre de plongée emblématique et évidemment avec des normes hors normes, c'est le cas de le dire pour eux, puisque là on va prévoir vraiment des choses, multiplier les risques d'entrée d'humidité. Faut-il évidemment que l'ensemble des éléments soient en bon état. La première chose, pour bien ouvrir ou fermer une Rolex, il faut des outils adéquats. Oui. Ça a l'air un peu bête ce que je dis, mais malheureusement, la semaine dernière, nous avons encore eu une Rolex avec une tentative d'ouverture par une paire de ciseaux. Sur l'écran arrière de nos Rolex, vous avez une empreinte spécifique qui va être évidemment tout à fait conçu pour être ouvrir et fermer un certain nombre de fois, puisqu'on est sur de la montre de service. Ça, évidemment, je radote pour ceux qui nous suivent un petit peu, mais une montre de service a besoin d'entretien plus rapproché qu'une montre civile en tant que soi, puisqu'on va lui demander des choses bien hors normes par rapport à une montre de ville tout à fait classique. Donc cette empreinte est faite pour pouvoir être fermée de manière très importante et ouverte relativement facilement avec les outils. Là, on s'aperçoit par le nombre de montres que nous réparons que beaucoup de ces empreintes, malgré, et je ne parle pas des boîtiers Horse, justement le cas qui nous est arrivé la semaine dernière, mais de boîtiers acier, sont abîmés parce que les empreintes utilisées, au bout d'un moment, s'usent. Et donc ces petits tasseaux, ces tasseaux qui nous permettent avec une potence d'ouvrir et de fermer les Rolex de manière importante, puisque là on fait des serrages très forts, on a ces empreintes qui s'abîment, qui vont évidemment risquer d'abîmer, si on a une empreinte abîmée, va abîmer évidemment l'empreinte de fond du fond de Rolex. Rolex d'ailleurs, sur ses cahiers de charges, va marquer sur certains devis changement du fond, qui coûte d'ailleurs une certaine somme qui est tout à fait normale. On est sur des aciers très haut de gamme et justement sur une pièce difficile à fabriquer. Ces pièces vont me permettre de garantir une étanchéité. C'est le premier barrage. Évidemment, le fond est équipé d'un joint, donc d'un joint qui va permettre, lors du serrage du fond, donc le fond sur le boîtier, on va serrer le fond et on va comprimer les joints. Des joints chez Rolex, il y en a pas des milliers, on a à peu près un joint par type de boîtier qui va permettre de garantir justement une étanchéité 200 mètres, 300 mètres, ainsi de suite. Selon le modèle, suivant le modèle. Exactement. Donc l'épaisseur du joint va différencier, on a des joints plats, des joints toriques, ainsi de suite. Et évidemment, il faut le joint adapté à chaque modèle, ça va de soi. Deuxième grand facteur de risque d'entrée d'eau, et c'est pratiquement par là où rentre l'humidité le plus souvent, c'est la couronne. Et oui, la couronne donc qui est ou mal fermée, ou alors le joint qui a été pincé, qui est en mauvais état. Les joints tirés. Les joints exact, tirés. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, on en a 2 voire 3 dans la couronne. Donc un dans la couronne de compression et 1 ou 2 dans le tube. Voire un à l'extérieur du tube. Donc on a vraiment un ensemble d'éléments. Effectivement, on change la date.
D'ailleurs, bon, ça c'est un discours que j'ai eu très souvent avec des responsables de vente. À quoi sert une montre haute étanchéité? On parle là vraiment de montres de 300 mètres, voire plus. Hein. On ne parle pas de montres étanches à 5 atmosphères, faire baignade dans la piscine, plouf plouf, en rigolant avec les copains. Là, je parle de montres professionnelles capables d'aller dans des fonds profonds, avec des pressions évidemment importantes. Quand on parle de ce type-là de montre, on a des pressions phénoménales qui s'exercent. Par le fond, même si le joint n'est pas dans un état extraordinaire, ou par le verre, c'est quasiment impossible d'avoir une fuite. Oui. La compression fait que justement, on rend encore plus étanche. C'est le principe Oyster. Exactement, exactement. Par contre, la couronne, là, on est dans le contraire, puisqu'une couronne est mal vissée. Effectivement, l'eau peut risquer, puis là on est en direct sur une tige en acier, une tige avec un carré au bout. Ce carré fait coulisser un pignon carré. Je ne vous dis pas, le moindre point de rouille, tout est bloqué, c'est une horreur. Donc, comme je vous disais, ce que j'expliquais souvent à ces responsables qui fournissaient à Cousteau, à la Comex, toutes ces marques-là qui utilisaient des montres professionnelles, à quoi sert une date? Est-ce qu'un mérou va demander une date à un plongeur? Jamais, on ne l'a jamais vu. À quoi sert de mettre une date puisque le plongeur ne va pas passer plusieurs jours sous l'eau? Donc, à quoi sert une date? Avec le risque que chaque mois, le plongeur, ou tous les 2 mois on va dire, le plongeur risque de me changer la date, donc dévisser la dite couronne et mal la revisser. Ou la visser dans une position où le joint va ne pas être dans la position dans laquelle moi, j'ai testé la montre à 200 ou 300 mètres. Donc pour toi, horloger, c'est un petit peu une hérésie que d'avoir une montre de plongée avec la date. Tout à fait. Là, la montre de plongée. La montre de plongée, heure, minute, seconde, exactement comme elle. Alors, je suis mal placé, j'ai une extraordinaire Submariner avec date. Donc, voilà pour commencer, mais il est vrai... C'est plus à la limite, c'est esthétique, et puis c'est plus le côté pratique au quotidien. C'est ça. Toi, tu ne portes pas pour plonger. Non. Voilà. Déjà, je barbote et je plonge pas, mais en aucun cas, il me viendrait à l'idée... Alors, évidemment, dans les normes Rolex, il faut rester dans les normes, on a déjà une multitude de joints et surtout une loupe collée sur le verre. Attention, c'est pas un verre avec un réau qui risque justement d'être fragilisé, le verre en lui-même, puisque un verre plat a une résistance extraordinaire. Du moment qu'on commence à faire des creusures pour certaines montres ou ainsi de suite, on va fragiliser le dit verre, donc avec le risque que ça comporte sur des pressions, encore une fois, vraiment professionnelles. Bien sûr. Combien de plongeurs plongent à 200 mètres et je ne parle pas plus loin. Donc, voilà. Mais malgré tout, il y a cette notion. Rolex est basé là-dessus, fait énormément encore de travail. La preuve, on a changé les aciers des boîtiers. Il n'y a pas si longtemps, on était sur des séries. Maintenant, on est à 3 fois la dureté qu'on avait sur certains boîtiers il y a ne serait-ce que 20 ans. C'est une paille. Évidemment, nous, ça nous semble long, mais c'est une paille dans l'histoire de la montre. Donc, cette notion, surtout pour une marque qui va continuer à progresser, alors donc, on a vu récemment tout l'ensemble des reportages et surtout des efforts qu'a fait Rolex sur le réglage, et ça venait justement compléter la dernière petite discussion que nous avions eue avec un effort encore supplémentaire par rapport à déjà des normes de réglage qui étaient quand même très pointues. Là, ils veulent passer un cap. Vraiment encore un cap, donc ils accentuent encore ce phénomène. Et évidemment, pour cette marque-là, il est d'autant plus important d'avoir des boîtiers indestructibles. J'exagère à peine. Logiquement, une Rolex, ça cale un 4x4, quoi. Il faut rester dans les normes. Alors, évidemment, encore une fois, nous, communs des mortels, on ne plonge pas à plus de quelques mètres, et voilà. Donc, une Rolex résiste largement, même en ayant un service un peu réduit, ce que j'appelle service. C'est un service global, ce que va vous fournir justement des ateliers agréés, quels qu'ils soient, que ce soit directement la marque Rolex évidemment, ou des ateliers tout à fait connus. Aujourd'hui, ils préconisent un service pas avant 10 ans. Alors, ils ne donnent même pas de date, ils disent même pas 11, 12, 15, ils disent pas avant 10 ans. Donc, on est vraiment sur des pièces qui sont... Voilà, c'est ça. Si une marque se permet de dire ça,
c'est qu'elle a fait des tests très pointus et des tests qui sont à 15 ans, par exemple. Si on dit 10 ans, vu que c'est des montres, encore une fois, je radote, je suis vieux, hein, mais c'est des montres professionnelles que nous, on utilise parce qu'on les aime au quotidien, mais c'est des montres professionnelles. Il faut bien se mettre ça en tête. Et il ne faut surtout pas comparer ce qui n'est pas comparable. On a l'exemple justement de l'étanchéité. Hein. Quand ils annoncent une étanchéité, quelle qu'elle soit, on est quasiment à 2 fois. On sait que Rolex, eux, carrément, ils font le test avec 25% de plus et ils assurent 25% de plus. Alors, ils assurent 25% de plus et les tests, moi je les ai vus faire, et on est à 2 fois. On est à 2 fois. Extraordinaire. C'est hors norme. Encore une fois, on est dans un outil. Imaginez qu'un plongeur de l'équipe Cousteau plonge et fracasse le verre, explose à 150 mètres. Vous vous rendez compte de... Bon, alors évidemment, vous allez me dire qu'à l'heure actuelle, plus personne ne plonge avec une montre. Ils ont des montres, exactement, des ordinateurs qui calculent tout, les paliers, ainsi de suite. Donc on est dans un contexte complètement différent. C'est vraiment par envie, par plaisir qu'on plonge avec une Rolex, c'est plus par obligation, certes, mais malgré tout, même s'ils ont une personne sur 1 million qui plonge avec une montre ou qui monte sur l'Himalaya avec une Rolex, il faut qu'elle redescende de l'Himalaya ou qu'elle remonte du fond de la mer en bon état, hein, parce que là, la publicité, une marque qui base tout sur une indestructibilité de l'objet, vous vous rendez compte de l'image négative qu'elle peut avoir si elle a le moindre problème. Le problème, exactement comme disent les informaticiens, 90% des problèmes informatiques viennent de la chaise au clavier. En horlogerie, c'est pareil. C'est pareil. Alors, par contre, ce n'est pas que toujours l'utilisateur. Je vais être encore une fois un tout petit peu taquin, mais il faut veiller à ce que l'ensemble des éléments, évidemment, soient changés. C'est-à-dire que vous ayez affaire au plus grand horloger ou au petit atelier indépendant, attention, petit, pas du tout dans un terme péjoratif, en taille, je parle. Vous avez des gens d'une haute technicité, mais il faut qu'ils vous fassent un travail complet. Ne mégotez pas sur un devis parce qu'il y a 50 € de joint, quoi. C'est vraiment, et j'exagère en disant 50 € parce que c'est beaucoup moins, mais voilà, chacun prend les tarifs qu'il veut, on ne va pas rentrer dans des polémiques de tarifs, voilà. Oui, mais c'est complètement ridicule. C'est, vous faites refaire un moteur de voiture, vous ne changez pas le joint de culasse. On dévisse, on revisse le joint de culasse, ça fuit partout, vous avez de la mayonnaise dans le radiateur, allez, roule ma poule, vous prenez l'autoroute, le moteur il est flingué, et qu'est-ce qu'on dit? C'est la faute à qui? C'est la faute à vous qui avez refusé un devis parce qu'il y avait 100 € de joint de culasse, ou est-ce que c'est la faute du mécano qui a accepté que vous refusiez le devis à 100 €? Toi, de toute façon, quand un client te dit non, je ne veux pas changer les joints, la question ne se pose pas, tu ne fais pas. Ah non. Non, parce que ma responsabilité est engagée directement. Alors, à la limite, vous allez me dire, quel est le risque que vous avez? Est-ce que la personne va plonger à 100 mètres ou 200 mètres ou 300 mètres? Mais c'est un risque que je ne prends pas. J'ai la chance d'avoir du travail pour le moment, je touche du bois. Donc, quel est quel risque je vais prendre? Je ne parle même pas du client à la limite. Je m'en fous du client. Le client, il a la montre un certain nombre d'années, il va peut-être la revendre, ou il va peut-être la donner à quelqu'un de sa famille, ou ainsi de suite. Donc, bon, à la limite, vous allez me dire, bon, la relation tout à fait que vous avez avec le client est secondaire. Bon, moi, je ne conçois pas ça comme ça, mais admettons. Mais, pour l'objet, c'est presque criminel. Si je ne change pas un joint ridiculement petit, qui vaut quelques cents, dans un tube d'une couronne Rolex, j'ai 9 chances sur 10 pour que j'ai de l'humidité qui rentre. Alors, ce n'est pas une humidité qui va mettre la montre systématiquement en panne. On est d'accord. Par contre, l'été d'après, vous prenez le soleil, vous êtes au bord de votre belle piscine, très bien, vous prenez le soleil, 40 degrés dans le sud, 20 degrés dans le nord, je vais me faire des amis, non, je plaisante. Vous prenez le soleil et puis d'un coup, vous décidez de faire plouf-plouf. Vous faites plouf-plouf à 2 mètres. Sauf que là, d'un coup, vous apercevez de buée dans votre montre. Vous n'aurez peut-être pas pris de l'eau, simplement l'humidité dans la montre, plus le choc thermique, vous allez créer évidemment une condensation qui va être catastrophique. Cette condensation, cette humidité, ce taux d'humidité, vous l'avez dans votre montre, puisqu'elle a déjà pris un petit peu d'humidité. Par contre, là, votre cadran, il est mort 24 heures après. Parce que ces micro-gouttelettes, quand elles vont tomber sur un cadran noir comme cette montre-là, c'est fini, on a des auréoles. À part changer le cadran
qui serait vraiment dommage pour la montre, parce que ça dévalue la montre quand même, malgré tout. Après, on se retrouve avec Michel Vitini sur le dos, parce que lui, il hurle parce que c'est un cadran N'en service. parlons pas, n'en parlons pas. Je ne veux pas me mettre mal avec mon ami corse, je ne veux pas avoir un attentat. Non, je vous plaisante, non, Michel a raison. C'est vrai qu'il pousse très très loin la recherche de l'authenticité, et je suis à 1000% d'accord avec lui. On partage assez sur Facebook, et voilà, pour être d'accord sur ce sujet. Je préfère un cadran légèrement marqué à un cadran neuf. La montre, elle a son âge. Encore une fois, je radote, c'est mon âge, excusez-moi. Mais je préfère une rayure, une cicatrice du temps sur une montre. Elle a été portée, elle a été utilisée. Pour moi, elle a beaucoup plus d'âme qu'une montre, ce que j'appelle une montre de coffre. Chacun fait de sa montre ce qu'il veut. Oui. Je ne critique personne. La personne qui a acheté une montre pour X raisons, c'est son choix, c'est son envie. Il la met au coffre pour la protéger. Il a raison. Si c'est pour lui ce qu'il recherche et il se dit cette montre, je veux la garder neuve, la transmettre, la revendre, j'y vois aucun inconvénient. C'est normal, c'est sa démarche à lui. Évidemment, moi je porte toutes mes montres et les gens me disent mais tu fou, tu portes ça et tout. Eh bien oui, moi je porte mes montres et je suis très content. Il y a une rayure, je râle sur le coup, eh ben, elle fait partie de la vie de la montre et puis les gens derrière moi, ben, ils verront bien ce qu'ils en feront. S'ils ont envie de faire, c'est pas moi qui le ferai, mais voilà. Donc c'est vrai que cette notion, systématiquement repolir et tout, comme dit Michel, pareil, ça finit en merguez d'histoire, c'est vrai que c'est toujours un petit peu, pour moi, je préfère une micro-rayure à un polissage. Évidemment, si le verre il est complètement fracassé, qu'on voit plus l'heure, et ainsi de suite, on n'en parle même pas. Quand il s'agit d'entretien courant, et quand il s'agit, après, encore une fois, s'il s'agit de se faire plaisir et parce qu'on a envie de porter une montre complètement restaurée, rénovée, bon, on fait ce qu'on veut. Exactement, Ouais. c'est la montre de la personne qui me l'amène. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire non, votre cadran, il a une micro-reroll, je préfère laisser le cadran qu'à 35 ans. On le laisse comme ça, après c'est le choix du client. Le choix du client, il me dit non, moi je la revends neuve. Ben, je préfère le renvoyer directement chez Rolex en disant écoutez, ça sera beaucoup plus rapide que par mois. Voyez avec Rolex directement, ils vous changeront de toute façon systématiquement le cadran puisque le cadran est taché. Voilà, si c'est votre choix. Pour moi, il n'y a pas de problème dessus. Je trouve ça tout à fait cohérent. C'est vraiment le choix de chacun. Encore une fois, et on va finir par me traiter d'anti-misogyne peut-être, et je serai très fier d'ailleurs. Mais les femmes portent leur montre. Moi, j'ai des dames qui portent des Patek, qui portent des trucs 24-24, 7-7, elles ne calculent pas. Hein. Moi, l'autre jour, j'ai eu à expertiser une montre. Elle vaut 70 000 €, bon poids. Hein. La dame, elle me l'a enlevé de son poignet, elle ne l'avait pas dans un micro-sachet, dans 25 boîtes, dans une malle et dans 4 gardes du corps. Hein. Elle l'a au poignet, elle la porte couramment. La montre, à son état, elle n'est pas abîmée, mais elle a des micro-rayures, elle a voilà. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pour le moment rien. On ne fait rien, il n'y a pas besoin de révision. Je l'ai testée, elle tourne à 2,80 en amplitude, elle avance de 3 secondes par 24 heures, on n'y touche pas, madame, il n'y a pas besoin, mais ça fait 10 ans que je l'ai, tant mieux. Et puis, le jour où elle commencera à retarder ou avancer, où elle ne tiendra plus la réserve de marche toute la nuit, à ce moment-là, on sera à temps de réviser. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on fait sur son esthétique globale. Mais sur le principe, ça ne gêne pas du tout la marche, on n'est pas du tout dans un risque de marche, encore une fois. Les joints, là oui, parce que les joints, vous ne faites pas un service global sur une montre. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qui coûtent des fortunes. Donc, quand on a une montre, on en est responsable quand même, malgré tout. Il y a des personnes, moi j'ai des clients, qui ont mis de côté, euro par euro, pour s'acheter une montre, quelle qu'elle soit la marque. Quelle qu'elle soit la marque. Alors, évidemment, une de nos marques préférées, Rolex, c'est une montre qui est devenue emblématique de réussite, de tas de choses. Donc c'est vrai que les gens, par l'aura qu'a cette marque est hors norme, effectivement vont se rapprocher plus facilement de ça que d'autres marques, peut-être. Mais malgré tout, ils auront mis des euros et des euros à côté. Moi, je préfère dire à quelqu'un, là, il faut faire ça, ça et ça. Vous me payez en 3 fois, on voit ça, j'ai des délais déjà très longs. Vous me payez un petit acompte, vous me payez au milieu, vous me payez à la fin et vous me payez une fois après. Les gens sont responsables de leur objet. Ou on fait tout, ou on fait rien. Ouais. Parce que si moi, je répare le mouvement, on le rend top, il marche, tout ça. Ça, c'est la même démarche que de dire « Ah, mais moi, je ne change pas le ressort ». Ça, je trouve ça aberrant. Encore une fois, c'est ma démarche personnelle. Tout
les objets mécaniques qui rentrent chez nous, les ressorts sont changés. Pendule, horloge, pendulette de voyage, évidemment montre et tout. Alors les copains, le premier réflexe professionnel, ah mais toi tu as les fabricants. Oui, j'ai les fabricants, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc pourquoi pas le faire? Et ne pas changer un ressort sur quelques mécaniques que ce soit, c'est pareil. On peut faire le plus beau travail au monde, si la force motrice n'est pas adéquate avec le reste de la mécanique, ça ne sert à rien. On n'aura pas de réserve de marche, on aura des réglages, et après il y aura les critiques, à telle marque ça règle pas. Si, ça règle. Je ne connais pas de marque qui fabrique des montres pour pas qu'elle règle. Hein. Or, on a évidemment, par rapport au prix. Il y a des tolérances qui sont différentes. On est tout à fait d'accord. Quand on voit l'honnêteté, je crois qu'on en avait déjà parlé de Raketa qui annonce plus 30 secondes par 24 heures. Moi, je trouve ça quelque part très honnête. Parce que annoncer plus 30 secondes sur 24 heures, parfait. La montre fait que 10. Le client, il va applaudir des deux mains. Il va dire, on m'a annoncé 30 secondes, je m'attendais à avoir 3-4 minutes dans la semaine. Pan, j'ai même pas une minute. Il est ravi. Maintenant, certaines marques disent « Ah mais moi je règle mes montres à plus 3 secondes sur 24 heures ». Déjà on est un peu light parce que la montre va retarder au poignet, mais ça c'est encore un autre débat. Mais on va à ce moment-là avoir quelqu'un qui est déçu parce que si la montre fait plus 10 ou moins 10, ah mais on m'a annoncé plus 3. Donc voilà, d'où l'effort phénoménal que fait Rolex, encore une fois. Superlatif chronomètre, moins de 2 plus 2. Moins 2 plus 2. Et ils le garantissent. Ils le garantissent. Donc, là, encore une fois. Mais, pour revenir à notre sujet du jour, ça ne peut être valable que si on fait le reste. Bien sûr. Dans 10 ans, ces Rolex-là, qu'on a du mal à récupérer maintenant, mais admettons qu'on a la chance que notre AD préféré nous appelle par téléphone et parce qu'on a mis beaucoup de cierges dans l'église du coin, on reçoit notre montre avec les nouvelles certifications. Dans 10 ans, quand il va falloir réviser cette montre, quand vous allez l'amener dans n'importe quel atelier que ce soit, je radote encore une fois, il va falloir lui remettre dans le contexte actuel de la montre. La montre ne pourra avoir cette valeur que si on fait la globalité. 1, pour la marche, et 2, pour les risques. Encore une fois. Les risques, si dans 10 ans, moi, je défais un fond d'une montre qui a ne serait-ce que 10 ans, et qui est court, hein, parce que, comme disait Thierry à l'instant, on a des valeurs maintenant beaucoup plus importantes. Jusqu'à il y a quelques temps, on disait tous les 5 ans, voilà. Encore une fois, c'est une montre de service. Quand on travaille pour des professionnels de la plongée, c'est tous les ans qu'on la revoit la montre. Donc on est encore sur des valeurs différentes. Mais parce que là, la vie, alors ça c'était il y a quelques temps quand ils n'avaient pas les ordinateurs, mais malgré tout c'est la vie du plongeur qui est en jeu, ou la vie de l'alpiniste, ou la vie du professionnel qui va utiliser dans des conditions extrêmes l'objet. Donc là, c'est tous les ans. Tous les ans, on change tout, c'est-à-dire tous les joints, le tube, la couronne s'il faut, les joints de fond, et voir le fond si jamais le fond il a subi quelque choc ou quoi que ce soit. Parce que moi je suis un camarade. Alors, le discours il est le même. Est-ce qu'un fond qui a été vissé et dévissé avec des forces très importantes, une multitude de fois, peut être étanche? Eh bien moi je dis non. Parce que, alors encore une fois, on a la probabilité. La probabilité, je répare une Rolex qui a 40 ans, qui a été révisée 4 fois ou 6 fois. Les filets, à chaque fois qu'on va comprimer le fond, on a des filets qui vont être comprimés. À chaque fois qu'on va ouvrir et fermer ces joints, on va travailler sur ce filet-là, qui est fermé quand même de manière très puissante, hein, puisqu'on a des presses qui ferment vraiment très fortement. Donc, 1, le joint va faire sa compression, pas de problème là-dessus, mais de 2, les filets qui sont très fins. Quand vous avez ouvert une Rolex, vous avez vu, les filets aussi bien du boîtier que sur le fond, c'est 4 à 5 filets sur très peu de hauteur, hein, puisqu'on a très peu de marge, et en même temps, c'est des filets très fins. Donc, on va faire travailler ces filets. Même si moi, je passe à mes appareils, quels qu'ils soient, basse étanchéité ou haute étanchéité, je l'ai étanche, moi, la montre. C'est vrai que je vais avoir tendance à dire à un plongeur pro, attention quand même, hein, vous descendez à combien? Moi, le fond, quand je le mets sans joint, je prends le fond, j'ai un petit jeu au filetage.
m'amusais pas à faire le fou à me descendre à 500 mètres, quoi. Voilà. Ça. Autant la montre neuve, elle est donnée pour 300, elle descend à 500. On a peu de risques de problème. Maintenant, une montre qui a 40-50 ans, on n'est plus du tout dans le même risque. Donc, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend le risque d'avoir, quand on n'a pas de valve par exemple, hein, donc échappement de gaz rare dans la montre par non pas entrée mais sortie, hein, donc avec le risque de faire sauter le verre, ainsi de suite. Donc on a là un risque d'avoir le fond qui travaille, même s'il ne casse pas. Il ne va pas sauter le fond, il est contre le poignet, mais par contre, il va se décoller du joint. Et là, on a une entrée d'eau immédiate. Et là, c'est là le risque. Exactement comme la couronne. La couronne, vous allez la démonter, la revisser plusieurs fois. Surtout dans le cas où vous avez plusieurs montres. Donc vous la remettez à l'heure. Hein. Donc ça, évidemment, pour une montre de grand fond, c'est pas très conseillé. D'ailleurs, les plongeurs professionnels ne remettaient pas à l'heure leur montre. Hein. Ils sont tamponnés complètement, puisque la montre a 10 minutes d'écart au bout de 6 mois, on s'en foutait. C'est le temps de plonger, on règle la lunette, pas on plonge. Au fond de l'eau, personne ne vous demande de l'heure. Donc, et le train, de toute façon, vous le raterez. Donc, voilà. Hein. Et donc, on n'a pas cette notion. Parce que prendre un train sous l'eau, c'est pas évident. Même avec le tunnel sur la Manche, c'est compliqué. Donc, non. Donc, tout ça pour dire, le risque qu'on a, évidemment, c'est de multiplier les risques, justement, d'avoir une micro-humidité qui rentre, qui va se multiplier, ronger la tige de remontoir qui est en acier, même si c'est des aciers très haut de gamme. Parce que là, pareil, Rolex travaille sur les aciers, ils nous ont sorti des nouveaux aciers. Ils ont leur propre fonderie. Ils ont leur propre fonderie. Exactement. Et ils ont des chercheurs qui travaillent que là-dessus. Ils ont les moyens. Cette fondation utilise beaucoup d'argent pour tout le monde. C'est logique qu'ils en utilisent pour eux. Donc, ils ont aussi cette volonté, évidemment, qui fait l'image même de la marque. C'est nouveauté. C'est, voilà. Alors, là, c'est pareil. Les gens me disent « Ah, mais telle marque, ils copient. » Non, ils ne copient pas. Ils copient un design, à la limite. Le reste, non. Le reste, on est à une planète. C'est pas transposable. Il n'y a personne qui peut le faire aujourd'hui. Il n'y a personne, exactement, qui peut le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. On reparle encore d'entreprise et de fondation. Cette fondation a des moyens, je ne dirais pas illimités, ce serait exagéré, mais pas loin. Donc, évidemment, ils mettent en œuvre des choses qu'aucune entreprise autre ne peut faire. En aucun cas, même les plus belles entreprises au monde sont incapables demain d'installer ce qu'a installé Rolex, aussi bien en pièces détachées, dans des systèmes robotisés complets, ainsi de suite. Donc, on a cette notion d'aller à l'avant. Ils pourraient s'arrêter sur leur laurier. La preuve, on est tous à pleurer nos montres. Donc ils pourraient très bien continuer à fabriquer le même modèle, sans modification. Voilà. C'est un peu ce qu'on leur reproche. Vu la demande, ils peuvent avoir 50 ans. Mais exactement. Si demain ils disent la Submariner, il faut 8 ans, tout le monde sera d'accord. Parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. Donc ou on la paye 4 fois le prix, ou on attend le délai tranquillement, sagement. Bon, pourquoi pas? C'est une démarche là commerciale, elle est ce qu'elle est, c'est une volonté de l'entreprise, personne n'a à le juger ça. Hein. Donc évidemment, par contre, ce que j'apprécie moi énormément, c'est que hormis le temps de livraison qui est X pour X raisons, on est d'accord ou pas avec le sujet, par contre, il continue à faire progresser le produit. Il pourrait très bien s'arrêter là, il pourrait très bien dire on est en avance de 20-30 ans par rapport à tout le monde, on a 20-30 ans où on peut ne prendre que les bénéfices, et par ailleurs, garder nos produits tels qu'ils sont, on change une couleur de cadran, ça ne change pas fondamentalement, on sort des lignes de produits, ce que font d'autres marques, hein, mais c'est vrai que derrière, on ne va pas changer fondamentalement. Non, là, on continue à progresser. Les systèmes d'étanchéité progressent, et ainsi de suite. Les teneurs des joints changent. Moi, j'ai eu à changer l'année dernière l'ensemble de mes joints. Ça m'a fait un peu mal au cœur de foutre à la poubelle parce que les nouveaux joints sont beaucoup plus résistants dans le temps, s'en est aperçu. On avait des joints qui n'avaient pas été changés, par exemple, lors de 2 services complets. C'est de la dentelle. Si vous vous rappelez la petite aventure que Thierry a eu le plaisir de nous exposer d'une jeune personne qui avait une très jolie Rolex Horacier. On avait fait un petit reportage parce qu'elle avait pris l'humidité, cette montre, lors d'une baignade. Hein. Quand j'ai sorti le joint, c'était de la dentelle. C'était de la dentelle. Évidemment, ce jeune homme a trouvé un petit peu difficile de supporter ça parce qu'il s'attendait
à avoir une montre qui avait été révisée. Elle a été révisée mécaniquement, mais ils n'ont pas changé le Ça n'a pas joint. été fait. Non. Ça n'a pas Et été donc d'un coup, d'un grand bonheur qu'il avait eu à acheter cette montre, ça s'est pas fini en cata, hein, il n'y a pas eu de catastrophe, sa montre avait juste un peu d'humidité, on l'a traité de suite, pas de problème. Mais ça casse un peu le mythe, ça casse un peu, fait. Une voilà. grosse déception, évidemment. Ouais. Exactement. Un sentiment voilà. de s'être fait un Surtout, peu rouler dans la farine. oui, c'est ça, c'est un jeune, c'est sa première belle montre, il avait acheté deux bricoles avant, là il se fait plaisir, c'est ses 25 ans, il s'achète une jolie montre, il a l'impression de rentrer dans un monde qui est vrai, un peu à part, d'une montre professionnelle, bon, même si elle est hors acier, mais c'est pas grave, elle a exactement les mêmes caractéristiques qu'une autre à tout acier. Et là, d'un coup, je lui sors d'un petit joint ridicule, et j'en ai quelques boîtes que je viens de vous montrer, complètement en dentelle. Il n'a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que ce joint-là, il ne peut pas être étanche, quoi, dans aucun cas. Donc là, rebelote, la personne qui a fait cette révision, elle a compté sur la probabilité de... Mais c'est horrible, ça vaut... Allez, je n'ai même pas en tête, moi je le facture même pas, ça fait partie globale de la réparation. Honnêtement, s'il y a quelques euros, c'est le bout du bout, quoi, sur l'ensemble des joints, quoi, parce que voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours cette notion de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'éviter ça, de dire, bon allez, on met 5 euros de joint dans la montre, c'est compris dans la réparation, on n'en parle plus, mais on est tranquille, quoi. Moi, quand le client il part avec la montre, on n'est pas parfait, loin de là, personne n'est parfait, mais au moins on minimise les risques, quoi. Je préfère que le client revienne un an après me dire, bon, maintenant elle avance un tout petit peu trop à mon goût, elle s'est calée sur 8 secondes d'avance par exemple, voilà, j'ai pas de problème, on va rouvrir, on changera le joint de fond, on va la rouvrir, on va peaufiner le réglage un tout petit peu. Quand on met des ressorts neufs, de temps en temps on a des petits phénomènes de rodage. Moins maintenant avec l'inox, mais malgré tout, de temps en temps, sur certains modèles, on a un petit peu des phénomènes de rodage. Donc, moi, j'avertis mes clients. Je dis au bout de quelques mois, si vous voyez qu'il y a une avance ou un retard qui s'est calé, vous revenez me voir. On démonte juste le fond, il y en a pour un quart d'heure, je vous refais un réglage, vous repartez avec la montre, on change le joint de fond, on est tranquille. Ça fait partie de la réparation, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut pas dire que ça n'arrive pas. Donc on ne peut pas incriminer la montre là. Hein. Oh, la montre, elle y est pour rien, elle. Hein. On met un ressort neuf, des lubrifiants neufs, voilà. Évidemment, derrière, je ne vais pas laisser le joint que je viens de fracasser en la démontant, parce que le joint, quand vous voyez, quand on le dévisse, il se tord dans tous les sens. Bien sûr. Je pourrais le graisser, le remonter. Quel risque j'aurais? La personne, est-ce qu'elle va plonger? Moi, à 100 mètres, elle est étanche la montre, même avec un joint qui est un peu morflé. Mais imaginons que d'un coup, il aille aux Caraïbes et que le copain lui dit, je te paye un forfait plongée 200 mètres. C'est fini. Et il revient un mois après avec la montre qui a un mouvement mort comme celui que je vous avais montré à l'époque. Voilà, c'est pareil. C'est là le facteur. Alors, où on joue au poker et on dit combien j'ai de risques que le client plonge effectivement à une certaine distance où il y a un risque supérieur à, ou est-ce qu'on le fait systématiquement? C'est un choix tout à fait personnel. Moi, je bricole pas, j'ai pas envie d'avoir dans ma tête des trucs qui traînent en me disant « Oh là là, j'espère que lui, il va pas plonger avec sa montre. » Voilà, on fait tout pareil. Toutes, elles ont le même standard. Rolex a cette simplicité d'avoir des modèles non pas de forme, c'est toujours rond, c'est toujours... Ah, effectivement, il y a quelques dizaines de joints à avoir en référence, ainsi de suite, pour le tube, pour le fond, ainsi de suite, mais ça ne représente pas des millions d'euros d'investis et de fournitures en stock, quoi. Donc je trouve un peu dommage de ne pas le faire, parce que c'est au détriment. Quand j'enlève une tige de remontoir qui a rouillé dans le pignon de remontoir, je peux vous dire que je ne le fais pas devant le client. Hein. C'est horrible. On dirait les vieux films où le barbier du coin... Ouais, exactement, ça finit à la pince. J'ai aucun autre moyen pour sortir le mouvement de la boîte, hein, de sortir la tige. Hein. Et quand un carré a rouillé dans un carré, je peux vous dire que c'est une horreur. Donc d'un coup, évidemment, ça finit à la pince, on arrache tout, on change tout, mais on est obligé. Donc c'est un peu violent comme démarche pour quelque chose qui peut être prévu. L'imprévisible, personne ne peut aller contre. Le prévisible, surtout quand ça coûte pas cher, je trouve ça un peu dommage. C'est un avis, encore une fois, personnel. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir un outillage adéquat pour ouvrir et fermer Rolex. Comme je vous disais au départ, la semaine dernière, j'ai eu une Rolex tout or.
le fond, plus une cannelure, plus rien. Ouvert avec je ne sais pas quel outil, d'ailleurs pas ouvert puisqu'il était fermé. Donc il a fallu faire souder un carré dessus par une bijoutière et qu'avec le carré, avec la clé, je déboîte le fond pour que, pour qu'on puisse enlever l'humidité rapide, parce que là la montre était morte sinon, et le client, j'ai enlevé le carré évidemment, je l'ai envoyé chez Rolex, parce que là le fond il est à changer. J'ai pas la solution miracle moi. Hein. Donc, vous vous rendez compte, pour une opération ridicule, une ouverture de montre, on en arrive à changer un fond qui va coûter plusieurs milliers d'euros. Parce que là, on est sur des sommes, là pour le coup, c'est une tout or. Hein. Donc le fond, j'ai plus une empreinte. Il n'y a aucun moyen technique de l'ouvrir ou de la fermer. Donc, il faut en changer. Donc du coup, est-ce que tu conseilles, par exemple, à l'amateur qui veut s'acheter une Rolex, est-ce qu'il faut qu'il regarde attentivement le fond, justement, avec ses cannelures? Merci de poser cette question, c'est ce que j'allais en venir. C'est une des premières choses pour moi à regarder. Une montre qui a un fond abîmé, ou c'est un amateur qui a essayé de l'ouvrir, justement. Alors la légende, il y a eu des tutos là-dessus. Hein, donc, oui, c'est la magie d'Internet, le côté un peu négatif d'Internet. Hein. Récemment d'ailleurs, j'ai eu une petite Rolex femme passer dans de l'eau bouillante. Elle avait vu un tuto que j'ai retrouvé. Hein. Quelqu'un qui disait pour nettoyer, alors c'est une hors diamant, pour nettoyer, morte, la montre, morte, les joints ont fondu. Elle me dit, ah ben j'ai fait comme dans le tuto, comment ça se fait et tout. Elle a mis l'eau en ébullition, 100 degrés, elle a plongé la montre dedans. Alors tout a résisté, c'est Rolex quand même malgré tout, sauf que les joints ont fondu, l'eau est rentrée. D'un coup, elle la sèche-cheveux, donc l'humidité partout, et puis elle la met au poignet. Le lendemain, évidemment, elle s'aperçoit, elle n'était pas du coin, elle met plusieurs semaines à venir me voir, je lui ai ouvert le mouvement, on a vidé et l'eau et la rouille. Oh là là. Le joint fondu, il est fondu. Là. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais j'ai fait comme sur le tuto. J'ai dit, quel tuto? Alors donc, évitez les coups de je t'ouvre ça avec un ciseau, ça sert à rien. Moi j'ai le copain du beau-frère du copain qui répare mes Rolex, qui m'ouvre ça avec un outil. Oh, les horlogers, ça coûte 4-5 000 euros une potence. Ils te prennent un prix de fou pour réparer une montre. Déjà le prix de fou. Je serais multimilliardaire si je prenais le prix de fou, mais admettons. Mais allez chez des gens qui sont outillés. Est-ce que vous avez idée de réparer votre superbe Porsche ou Bugatti dans une grange avec 2 poules à côté? Et voilà, j'adore les poules, hein, mais voilà, si vous n'avez pas un pont élévateur ou une fosse, vous n'avez pas travaillé sur le dessous d'une voiture. Ben, une Rolex ou une montre, quelle qu'elle soit, c'est la même chose. Donc un fond de Rolex avec cette empreinte-là, il est vrai qu'on ne peut pas l'ouvrir autrement qu'avec des empreintes Rolex. C'est fait exprès pour plein de choses. Comme je le disais au départ, pour la pression, et aussi pour que Rolex, à l'époque, se garantisse et se prémunisse contre des ouvertures sauvages. Comment ils pouvaient garantir une montre si n'importe qui pouvait les ouvrir? Hein? Donc, maintenant c'est fini, avec Internet on trouve tout, sur certains sites de vente il y a des presses Rolex avec marqué Rolex dessus à 100 euros, même pas, voire moins. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais les empreintes, vous en ouvrirez une hein, de Rolex, hein, pas deux. Hein. Et si vous ouvrez la deuxième, le fond il sera abîmé, voire mort. Donc à chacun fait comme il veut. L'amateur qui va acheter une montre d'occasion, s'il tourne la montre, il n'a pas besoin de l'ouvrir. Il tourne la montre et qu'il voit que les rayures, comme un sillon sur un disque 33 tours ou 45 tours, ne sont pas bien nettes, c'est qu'elle a été ouverte déjà plusieurs fois et de manière non adéquate. Par des gens qui n'avaient pas forcément l'outillage. C'est ça. Donc moi déjà, en salle des ventes par exemple, quand on ne peut pas ouvrir, évidemment, je ne vais pas ouvrir une Rolex en plein salle des ventes, évidemment, quand j'ai la chance qu'on me la confie pour que je puisse la regarder en main propre, ce qui n'est souvent pas le cas, on la voit au fond d'une vitrine, je retourne la montre. Si j'ai un fond abîmé, je repose la montre, je lève même pas le doigt, parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour que j'ai les mêmes cochonneries à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que la personne qui a fait ça va pas être plus scrupuleux sur la réparation du mouvement, c'est-à-dire que la visserie va être abîmée parce que les tournevis sont en rage, les platines vont être abîmées parce que les Bruxelles, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Le ressort sûrement pas changé. Peut-être que l'automatisme va même être abîmé parce que l'axe n'a pas été changé, donc la masse a travaillé partout, m'a rayé toutes les platines, ainsi de suite.
Ça, c'est des petits détails. Et encore une fois, notre ami Michel va vous dire, attendez, c'est une merguez que vous avez là, qu'est-ce qu'on en fout de ça, hein? Bon, on le fout au poisson ou on le vend? Eh oui, donc évidemment, il a raison, parce que c'est des choses, quand on commence à taper dans cette catégorie-là de montres, et là je ne parle pas de prix, je parle de catégorie, c'est-à-dire se dire, cette montre-là est capable de faire ça, encore une fois, est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Oui, parce que là, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, on vise l'excellence. Rolex, c'est l'excellence, à tous les niveaux. Oui. C'est l'excellence, et ils en viennent même maintenant à une excellence que jusqu'à présent ne faisaient pas. Alors, ils étaient d'une justesse largement équivalente, voire supérieure à beaucoup de marques. Donc, c'est pas un problème de justesse. Par contre, c'était pas leur démarche première. Eux, l'intérêt, c'est que cette montre puisse, encore une fois, faire tout ce qu'elle était capable de faire, sans risque. Sans risque pour la personne qui la porte. Pas l'acheteur de 20e main. La personne qui l'avait acheté pour une circonstance particulière va pouvoir plonger, faire de l'alpinisme ou autre chose avec cette montre. Donc, le réglage, on l'a vu la dernière fois, avait été simplifié, des éléments enlevés et qui vont permettre une garantie de marche, une justesse un peu plus compliquée à obtenir, on en a parlé déjà un certain temps, mais une fois obtenue, était largement équivalente à des marques certifiées avec X certification. Attention, l'efficacité avant tout. Redoutable, mais avec un temps d'intervention un peu plus long. C'est là la différence, c'est tout. Là, Rolex met encore la barre plus haut en disant, d'accord, maintenant, on a à peu près toutes les solutions jusqu'à la prochaine découverte, donc ça peut être demain ou dans un an, mais la prochaine découverte va permettre d'avoir des aciers encore plus durs, comme on disait, ils ont leur propre fonderie, va avoir des ressorts de meilleure qualité, des systèmes d'automatisme peut-être différents. Rolex, il y a quelque temps, nous avait parlé de changer certaines formes de dents. C'est une démarche assez intéressante, puisque bon, on n'a pas inventé la roue, on va pas, voilà, mais là, Rolex, un reproche qui leur avait été fait, j'avais été un peu étonné lors d'un salon, quelques journalistes, parce que les Suisses entre eux ne sont pas tendres, il ne faut pas croire, c'est pas, ils ne se protègent pas trop entre eux, et il y avait des journalistes, j'avais assisté, j'avais été invité, et donc j'avais assisté à une conférence de presse très intéressante où des journalistes patriotes de Rolex avaient commencé à dire, oui, mais comprenez, vous avez des mouvements qui ont 40 ans. Oui, ils ont 40 ans. Mais il y a 40 ans, ils avaient 80 ans d'avance. Donc, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a à changer à l'heure actuelle sur un 31-35? Moi, je vais vous dire rien. Et je ne veux surtout pas. Je ne veux surtout pas parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'efficacité, c'est extraordinaire de réparation. Moi, je m'éclate à réparer ça parce que c'est logique, c'est bien fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de montage. Je ne citerai pas d'autres marques. Je viens de faire une montre alors, qui a eu les honneurs de la presse il y a quelques années parce qu'elle avait été testée un certain nombre d'heures. Cette montre est très bien fabriquée, c'est très beau, c'est tout ce qu'on veut, c'est souvent monté dans des boîtiers or très beaux, c'est une très belle marque. Mais cette montre a le double de pièces à fonction équivalente, heure, minute, seconde, que n'importe quelle montre. À partir de ce moment-là, qui dit plus de pièces en mouvement, qui dit plus de pièces en rotation rapide, ainsi de suite, dit plus d'usure. Cette montre, c'est une horreur. Pour lui donner une réserve de marche qu'elle avait à l'origine, mais je m'en suis vu des vertes et des pas mûres, parce que là où on a deux pignons, comme sur Rolex, de remontage, les fameux satellites couleurs qu'on voit, il y a une raison à ça, c'est encore une fois, c'est une démarche tout à fait voulue, c'est pas fait, tiens, je l'ai peint en mauve et ça me fait plaisir. Donc, on a des rouages là qui sont faits pour tourner 24-24, 7-7, ainsi de suite, même si la montre est au repos, beaucoup de personnes maintenant utilisent des remontoirs automatiques. Alors pour celle à date, je suis à 1000% d'accord, pour les autres, pas tout à fait, mais ça c'est un autre discours. Mais on a effectivement une recherche d'efficacité. Là, sur cette fameuse montre, très belle, j'avais en 10 ans plus d'usure que sur une Rolex de 50, et de loin, et de très loin. La personne l'utilise, elle est neuve cette montre, il la porte, c'est un monsieur très maniaque, il a plusieurs montres, il faut voir, voilà. Et là d'un coup, mais la réserve de marche, j'ai pas 20 heures, ils m'ont donné 40, tout ça, bon voilà. Mais c'est vrai que
j'ai galéré, j'ai pas galéré parce que techniquement il n'y a pas de complications, c'est très simple, mais il y a un nombre de pièces incalculable. D'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait intervention qui va être 2 fois plus lourde. Mais 2 fois plus lourde, et puis surtout des points d'usure 2 fois plus importants. Donc, je vois pas l'intérêt. Donc en ça, ce que tu veux dire, c'est que Rolex est vraiment optimisé. Ah, tout à fait. C'est optimisé sur la qualité des matériaux, c'est optimisé sur les fonctions, fonctions simples, pas de phase de lune, voilà, j'adore les phases de lune, mais c'est pas fait pour une Rolex. Il y a la Chini, Oui. Il y a la Chini, phase de lune. Bon, il y a un modèle. Oui, un modèle, et on est sur un exemple de salon, on est sur un savoir-faire, on a dit tiens, on va faire une phase de lune, les autres en font, nous on le sait faire aussi, mais c'est pas une montre destinée à Cousteau ou à Comex, je radote encore une fois, mais on n'est pas du tout dans le contexte. Évidemment, Rolex a envie d'avoir de la montre habillée, vous avez tous entendu parler de la fameuse petite, comment dirais-je, bataille entre Patek et Rolex. Rolex était porté acquéreur puisqu'il y avait eu un bruit que Patek vendait. Rolex s'est précipité en disant tiens, je vais racheter Patek. Pourquoi? Parce que Rolex, la naissance de Rolex, quand vous reprenez l'historique de Rolex, c'est des montres hyper habillées. Les Rolex Prince, c'est une des plus belles montres esthétiques des années 20-30 qui soit. C'est d'un snobisme extraordinaire, c'est d'une classe folle. Donc on est très loin des boîtiers Oyster. Donc je ne vais pas radoter encore une fois par rapport à l'historique, puisqu'on l'a déjà fait la dernière fois. Mais donc l'ADN au départ, c'est dans montre habillée. Ils en sont sortis. C'est ce qui a fait leur extraordinaire montre actuelle, outil indestructible, extraordinaire. Mais il voudrait revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai que les Cellini, on est sur du design, donc on a une autre approche. Et là, d'un coup, ils se sont dit, tiens, si on récupère Patek, ça nous permet notre savoir-faire, le savoir-faire de Patek est quand même extraordinaire, qui est dans un tout à fait autre domaine. Les deux cumulés, mais ça serait extraordinaire. Autant les quelques petits défauts, quand il y en a sur Patek, pourraient tout à fait être corrigés. Et le côté design, Patek, qui est là, leur savoir-faire, leur finition, ainsi de suite, pourrait être extrapolé si on va plus loin sur le Rolex. Donc, ça serait le monde extraordinaire, là, les deux cumulés, la même entreprise pour les deux, avec un savoir-faire extraordinaire des deux côtés, complètement à l'opposé, puisque là on est complètement à l'opposé. Donc on a vraiment cette notion, encore une fois, est-ce que sur une Patek, il est intéressant de monter l'ensemble des joints, ainsi de suite, qu'il y a sur une Rolex? Je ne suis pas persuadé, je ne suis pas certain que les gens qui ont la travail vont plonger à 100 mètres avec. Donc, et puis, c'est donné pour 30 mètres. Donc la baignade. Et ils assurent quand même 30 mètres. Voilà, 30 mètres. Ouais, alors ils assurent 30 mètres. Tout à fait. 30 mètres. 30 mètres, on est vraiment au seuil où on passe un cap. Qui va à 30 mètres? Pas grand monde. C'est-à-dire que le plongeur va faire barbotage dans la piscine ou va plonger. Donc plonger, s'il se met une bouteille dans le dos, il va à plus de 30 mètres, ou même s'il va à 30 mètres, il veut une montre de plongée. On compagne que la travail, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, du moment qu'il se met une bouteille dans le dos, son réflexe premier, hop, là, la Patek, c'est au placard, dans un coffre, fermé à double clé, et je prends une montre, quitte à prendre une montre à 100 €, fait pour ça, pour l'été. Exactement, il met ça pour l'été, et en septembre, il est heureux comme tout de reprendre sa Patek, quelle qu'elle soit. Donc voilà, donc on a deux mondes différents. Donc Rolex, évidemment, a créé cette identité exceptionnelle de la montre, là, sportive, mais dans le sens large du terme, professionnel. C'est pour ça qu'évidemment, ils sponsorisent, on a tous vu beaucoup de choses, qu'ils en arrivent même maintenant dans des domaines où ils n'étaient pas très présents, la voiture, ainsi de suite, parce que qui peut le plus, peut le moins. Même un pilote de Formule 1, en prenant les G qu'il prend, c'est rien à côté de ce que peut résister une Rolex, quoi. Donc ils ont tout intérêt, effectivement, à Monaco, de mettre des panneaux partout. C'est leur clientèle aussi. Donc on a un outil qui peut le plus, peut le moins, systématiquement. C'est pas une montre de pilote de voiture, à la base, d'accord? Mais qui peut résister? Il y a le chrono Daytona. Oui, le Daytona. Mais alors là, pour le coup, vous voyez, autant sur des montres comme ça, je suis à 1000% d'accord pour la plongée. Autant sur une Daytona, aussi étanche soit-elle, elle est autant étanche, elle a l'étanchéité avec, 100 mètres, c'est ça, avec les garanties pareilles, 25%, moi j'en donne même plus, mais un chronographe, on a une autre problématique.
Le chronographe Rolex, pareil, a des poussoirs vissés. Pour moi, c'est le seul chronographe qui peut se dire étanche. Tout le reste, pour moi, même sur des poussoirs vissés, on a eu des problèmes. Donc nous, on n'est pas très loin de la mer. On a malheureusement des gens qui plongent avec certaines montres et de marque et qui, à partir de ce moment-là, sur un poussoir vissé, est-ce qu'on va bien le visser, le poussoir? Est-ce qu'on l'a défait? Jamais. Parce qu'un chronographe, malgré tout, comment on s'en sert? Il y a des gens qui vont s'en servir tous les week-ends pour faire de la course bagnole, et puis il y a des gens qui s'en servent jamais, qui aiment le look, qui aiment le multicadran sur la face, qui voilà, mais qui ne vont pas utiliser le chronographe. Donc, cette fonction chronographe, évidemment, va déjà être une problématique pour le mouvement, puisqu'on a deux mouvements dans le même mouvement, mais une seule force motrice, un seul régulateur. Donc, d'un coup, la personne qui n'utilise jamais le chronographe, on a une multitude de roues, de leviers, qui ne bougent jamais. Une fois on veut le mettre en route, c'est compliqué pour une montre. Hein. Elle a l'habitude de marcher dans un contexte, sa force motrice sert dans un contexte, heure, minute, seconde, admettons, calendrier peut-être, et d'un coup, vous lui rajoutez des éléments. Si ces éléments, vous les utilisez, c'est pour ça que je conseille à tous les possesseurs de chronographes, quels qu'ils soient, et Daytona aussi, de temps en temps, une fois par mois, mettez en route votre chronographe, laissez-le tourner une heure, vous l'arrêtez, vous remettez à zéro, point. Ça permet aux éléments, même avec les huiles extraordinaires que nous avons maintenant, de faire tourner les éléments quand même, malgré tout. Premier problème. Par contre, un chronographe, si la personne l'utilise souvent, un poussoir de chronographe, encore une fois, surtout chez Rolex, c'est une multitude de joints. Vous l'utilisez une fois par mois. Il y a une poussière qui rentre dans le capuchon du poussoir. Là, on va avoir cette poussière qui peut rentrer au moment où on dévisse le poussoir dans le poussoir. Malheureusement, une conjoncture, hein, toutes les planètes alignées dans la même pan, la poussière elle rentre, elle me raye les joints. Vous avez beau très bien repousser, alors à 30 mètres, il n'y a aucun problème. Maintenant, on commence à atteindre du 50-60 mètres, pas la même. Bon, et là aussi, la probabilité, il y a combien de personnes qui plongent à 50 encore une fois, tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, la fonction chronographe, même chez Rolex, c'est pas la mieux adaptée. D'ailleurs, les professionnels n'ont jamais eu de chronographe, que j'ai jamais vu. Peut-être il y en a eu, mais j'en ai jamais vu en plongée pro des gens qui ont des chronographes Daytona, même Daytona, au poignet, parce que ça serait trop risqué. La maintenance tous les ans serait très lourde sur un chronographe. On passe 2-3 fois le temps qu'on passe sur une montre normale. Derrière, avec des fonctions compliquées, avec des risques évidemment multipliés. On a 3 entrées d'eau potentielles au lieu d'une. Déjà qu'une, on se bat. 3, on se bat 3 fois, donc avec le risque. Donc voilà, vous revissez vos poussoirs, vous remettez à l'heure, pas celui de remise à zéro, vous le vissez mal, c'est direct dans le mouvement. L'eau rentre directement dans le mouvement, on est direct, et derrière avec les dégâts que ça comporte. Donc c'est vrai que Rolex, encore une fois, ils prennent des marges phénoménales, on en parlait au départ, ils ont des marges de travail énormes. Donc on minimise les risques. Mais les risques, ils y sont. Donc, un chrono, évitez, piscine, eau. Vous tombez dans la piscine en faisant un couillon avec les copains, c'est pas un drame. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. C'est prévu pour. C'est prévu pour. Mais de là à aller plonger aux Caraïbes avec les bouteilles, je ne suis pas certain de l'intérêt de la chose. Surtout avec un chrono qu'on n'utilise jamais, donc là, les joints s'assèchent, ou qu'on utilise trop, et là, les joints risquent d'être rayés. Donc, on a les deux phénomènes. Bon. Encore une fois, quand on répare un Daytona, on change tous les joints. Même en disant au client, attention, hein, baignez-vous avec, prenez la douche, mais faites gaffe si vous commencez à plonger, venez avant les vacances, on la teste rapidement à l'air s'il faut, comme ça on ne prend pas de risque. Déjà, on évite. Si la personne me dit, ah mais moi là je vais plonger à 300 mètres, oui. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. De frein, non. Et il ne doit pas y en avoir mais on en a, mais bon. Et donc là, on met un grand coup de frein, on dit non, monsieur, pour moi, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre montre, mais pour moi, non, quoi. Non, je ne le conçois pas, quoi. Pareil, un verre, les verres chez Rolex, encore une fois, j'ai pas d'action chez Rolex, hein, je le répète. Personne n'en a d'ailleurs. Malheureusement, étant une fondation, on n'a pas d'action. Mais les verres chez Rolex sont calculés pour. Encore une fois, avec des marges phénoménales. Par contre, un verre rayé, c'est exactement comme le diamant du miroitier. Attention. Alors, encore une fois, avec les marges de travail, vous plongez dans la piscine, vous allez à 20 mètres, il n'y a pas de problème. Par contre, faites gaffe.
un verre rayé sur une Rolex, sur certaines profondeurs, va péter, mais comme du verre, c'est qu'à le dire, hein, va se fêler, et là, d'un coup, le joint périphérique ne fait plus son job. Donc là, le verre peut sauter, et là, je vous laisse imaginer les dégâts. Hein. Donc, un verre rayé, impossible d'aller sous l'eau. Hein. Donc, encore une fois, sous l'eau professionnelle. Et voilà, votre verre a une rayure, c'est pas grave, vous pouvez vous baigner, vous prendre la douche avec. Hein. Attention, hein, je n'affole personne. Mais un verre, ça se change, hein, c'est pareil. Alors donc, la micro-rayure, comme sur le bracelet, on ne va pas changer le verre. Maintenant, vous me dites, ah, mais si, moi je plonge, je suis pro, là je suis engagé, je ne sais pas où, en Arabie Saoudite, à souder des pipelines sous l'eau, le verre, on le change, quoi. Même si moi, je ne vois pas la rayure, je ne prends pas le risque. Un choc, il peut être périphérique, justement, je ne le vois pas, hein, il est dans le joint. Par contre, un choc sur un verre, ben, c'est une entame de fêlure, donc je ne vais pas prendre le risque. Je le sors, je change le joint, encore une fois, hein, le joint d'étanchéité du verre, je compresse le verre, c'est pareil, c'est rentré avec des potences très fortes, et terminé, on est tranquille. Une fois qu'on la teste, on ne voit pas de microbules. Moi, ça m'est arrivé de tester des montres à l'air, donc en dépression, pas de problème. Je les teste après avec des appareils plus puissants, évidemment, pour des profondeurs plus importantes. D'un coup, j'ai eu une microbule sur le bord de la lunette. Donc le verre, mais invisible, un micro-impact. Eh ben, le joint derrière ne faisait pas étanchéité sur un micro-impact. Alors là, pareil, il aurait fallu descendre 300-400 mètres. Mais malgré tout, je ne prends pas le risque parce que... Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Et le risque, c'est qu'on a le verre qui fêle. Monsieur est en train de plonger, il trouve une vieille ancre romaine au fond de l'eau, il met un petit pop dessus, on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. Et là, si le verre il file, c'est fini, la montre est morte. Parce que la conséquence, elle est immédiate, la punition, elle est immédiate. Hein. Là, on n'a pas de... Voilà, quoi. Donc tout ça fait que l'étanchéité sur une montre pro, il faut l'assumer. Vous achetez une montre professionnelle comme Rolex, il faut assumer derrière. C'est un peu dur ce que je dis, mais on ne peut pas avoir une montre pro sans l'assumer. Vous ne pouvez pas avoir une Formule 1 en disant à vos 20 mécanos, non, on ne change pas les pneus, quoi. Hein. Vous ne finissez pas la course. Donc c'est pareil une Rolex, c'est pareil, c'est une bête de course. C'est un objet conçu pour des conditions extrêmes. Donc, ayez le respect de la condition extrême. C'est pas méchant ce que je dis, c'est simplement, prenez en compte ça quand le professionnel, quel qu'il soit, va vous dire, mais monsieur, moi, il faut ça, ça, ça et ça. À tel point d'ailleurs, j'ai eu récemment 2 devis où les clients sont venus me voir parce qu'ils étaient un peu étonnés des devis Rolex. Là, c'est Rolex qui leur a fourni des devis. J'ai dit, mais c'est tout à fait cohérent, compris, il n'y a aucun problème. Évidemment, nous, en indépendant, on est légèrement moins cher, ça va de soi. On n'a pas les mêmes infrastructures. Je ne suis pas Rolex, même si je suis dans un grand bâtiment, mais j'ai rien à voir avec Rolex. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre. Évidemment, je n'ai pas 3500 salariés, moi, hein, et je ne sponsorise pas la terre entière. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, non, tout ça pour dire, évidemment, mais derrière, la Rolex ne marque même plus, parce qu'ils ne veulent pas la discussion. Ils vous marquent choix possible. Alors évidemment, un bracelet a changé parce que le considèrent abîmé. Sur quoi ils ont souvent raison. Après, c'est un autre débat. Est-ce qu'on a besoin de changer le bracelet ou est-ce qu'on prend le risque de garder le bracelet? Si vous êtes dans un bureau à taper sur un ordinateur, vous pouvez garder un bracelet usé. Hein, vous ne craignez pas grand-chose. Maintenant, effectivement, vous êtes pilote d'avion et que vous plongez et que vous faites de la montagne. Évidemment, il vaut mieux changer le bracelet, même s'il vaut une certaine somme. Hein, parce que c'est pareil, si vous perdez la montre, là, la Rolex, dans son idée d'aller au bout du principe des maillons usés, comment eux peuvent garantir la montre si un maillon est usé? La montre, elle va marcher hein, dans les neiges éternelles là-haut, hein, mais sauf qu'elle va s'arrêter au bout de 40 heures. Quoi, hein, et ça sera fini pour tout le monde, parce que si le bracelet l'a pété, vous aurez la meilleure montre au monde. Voilà. Donc c'est encore une fois ça. Donc après, c'est votre choix. Rolex, souvent, laisse le choix quand même. Hein. Telle option, vous barrez, vous marquez oui, vous marquez non. C'est vraiment je dirais une démarche personnelle. Maintenant, moi, c'est vrai, on en avait déjà parlé, autant je suis intraitable sur tout, et je ne rappelle pas une pub, mais surtout l'ensemble des éléments que moi je considère même plus utiles, obligatoires, ressort, force motrice, ainsi de suite, tous les joints dont on vient de parler.
Maintenant, est-ce qu'il faut changer un cadran, une paire d'aiguilles? Moi, je ne suis pas spécialement d'accord, hormis mort pour tout le monde, pris l'eau, ça on n'en parle même pas. Mais non, moi je suis un collectionneur. Moi, vous avez vu que... Toi, tu veux respecter la valeur collection, voilà. C'est tout. C'est mon choix, c'est un choix de travail. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça, parce que je ne change pas une vis. Si elle n'est pas à changer, je ne change pas une vis. Je préfère la repolir, savoir moi dans ma tronche, le client ne le sait jamais, savoir moi que dans ma tronche, l'ensemble de la visserie, elle est d'origine. On a des tours aux vis. On nettoie la vis, on a des machines pour ça, la vis elle ressort neuve, même si elle a été abîmée par 20 coups de tournevis, parce que j'ai des cochons qui ne raffûtent pas leur lame de tournevis. Mais derrière c'est pas grave, c'est récupérable. Et dans le pire des cas, on change le kit vis, bon, c'est les vis Rolex, c'est pas un drame, on les a, on a tout, donc c'est pas un drame. Mais je préfère, évidemment, quand on peut, quand on est encore dans la garder marge... l'authenticité de la montre collection. Parce que pour moi, perso, je préférerais, quand j'achète une montre, être certain de l'authenticité. Donc même sur de la visserie, ça a l'air débile, mais même sur de la visserie, parce que ça veut dire que la montre est dans un contexte, et on en revient aux fosses, ainsi de suite, qui sont dans la même problématique. Est-ce que... Là, on voit apparaître des faux, Thierry, tu m'en parlais tout à l'heure, des faux où on a certains éléments qui sont Rolex et d'autres qui ne le sont pas. Ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les techniques s'améliorent énormément. Alors, professionnel, on arrive à encore avoir quelques défauts. On parlait des duretés d'acier tout à l'heure, des choses comme ça. Mais très rapidement, le faussaire, on le voit dans les billets de banque. Il y a même les grands instituts, Banque de France, ainsi de suite, disent qu'il y a certains billets, ils sont certains qu'ils sont faux parce que c'est un ressenti, mais ils sont incapables de le dire. En horlogerie, c'est pareil. Ce qui a été fait est refaisable. C'est notre force à nous, atelier, puisque nous, on fabrique. Mais évidemment, puisque si on donne les moyens, et là, la problématique vient du coût. Oui, c'est ça. Rolex vaudrait le prix qu'elle valait, on en avait parlé rapidement dans les années 70 où personne n'en voulait, hein, c'est quand même là l'étonnant. Hein, c'est le grand regret de nous tous. C'est ça. C'est ça, une Yema Superman qui était la copie conforme d'une Rolex Submariner valait 10 francs plus cher qu'une Rolex Submariner, donc il faut le faire. Mais malgré tout, la qualité était la même. La qualité a augmenté parce que les cahiers de charge ont augmenté, les technicités ont augmenté, mais en même temps, la montre a augmenté de prix énormément, pour diverses raisons. Encore une fois, ça se discute ou pas, voilà. Mais évidemment, quand on est sorti du créneau de la montre utilitaire que les plongeurs foutaient au placard, même pas fermé, parce que personne ne pensait appliquer une Rolex à l'époque. Hein. Dans la fosse chez la Comex, il y a des Rolex qui traînent au fond. Hein. Et ça vaut 120 000 €, hein, la connerie. Hein. Donc bon, c'est pas une connerie d'ailleurs, mais voilà, c'est un objet publicitaire qui, par sa rareté, a atteint des sommets. Mais c'est vrai que les plongeurs, quels qu'ils soient, moi j'en discutais avec beaucoup, et j'en ai encore quelques-uns, souvent maintenant à la retraite, mais ils me disaient, nous on avait horreur de cette montre, quoi. Et c'était un outil, ça représentait le travail pour nous. Oui, donc on l'a enlevé, dès qu'on sortait, on préférait mettre la libre de notre première communion au poignet que la Rolex, même marquée Comex, parce que ça nous rappelait le boulot, quoi. Donc voilà, quoi. Donc maintenant, c'est devenu, par sa rareté, par sa qualité, attention aussi, hein, parce qu'on parle toujours du prix. Moi, je parle plus de qualité, hein, parce que c'est vrai que le prix qu'elle valait n'était pas le prix. Hein. Attention, hein, on était à l'envers. Maintenant, si on remet dans la généralité de l'horlogerie, c'est pas très cher. Hein. Mais non, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Ah oui, il y a la rareté qui pose le problème, mais le prix de l'objet en lui-même, même à 10 000 €, c'est encore une fois, je fais la comparaison souvent à la voiture, parce que c'est facile, mais une voiture, vous ne pouvez pas avoir à 10 000 € la même chose qu'à 5 000 ou voire à 50 000. C'est comme si on avait une Porsche à 35 000 €. Hein. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, c'est très très bien comme idée, parce que c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on va justement faire de la compétition voiture avec une voiture Renault, Zoé, électrique? Eh bien non, vous n'avez pas idée. Eh bien c'est pareil, c'est ça qu'il faut admettre. C'est-à-dire que cette montre, hormis la valeur qu'elle a X ou Y, la valeur visuelle qu'elle a, vous avez une Rolex au poignet, bonjour monsieur. On aime ou on n'aime pas, mais c'est bonjour monsieur, malgré tout. Donc, est-ce que vous l'admettez? Mais n'oubliez pas derrière que cette montre est capable de bien plus que ce qu'on lui fait. Hein. Et encore une fois, c'est exactement comme un téléphone portable ou un ordinateur.
Qu'est-ce qu'on utilise sur un ordinateur? 10%. Sur un téléphone portable, les 15, 20, le grand maxi, de ses possibilités. Sur une Rolex, on utilise 0,1%. Parce que nous, communs des mortels... jamais à 300 mètres. Déjà. Jamais. Et on n'ira jamais sur l'Himalaya. Combien vont aller sur l'Himalaya, encore une fois? Donc évidemment, on a des objets surcotés, surmultipliés dans leur résistance et dans leur marge de manœuvre par rapport à ce qu'on leur fait. Donc qui peut le plus, peut le moins, ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait ça. Qui peut le plus, il vaut mieux. Voilà, on n'a aucun risque en pataugeant dans notre baignoire. Donc voilà, même si le canard nous fait des couac-couac, on s'en fout, la montre, elle craint rien. Moi, Roy, je voudrais une dernière recommandation, parce que ça fait quand même une petite heure qu'on est ensemble. Ah oui, quand même. Bon. Une dernière recommandation, en fait, pour l'utilisation quotidienne, où on va dire, bon, quand on doit faire un changement de date, quand on doit refaire une mise à l'heure parce qu'on l'a laissé pendant quelques jours dans le tiroir ou au coffre, au niveau de la couronne, le serrage de la couronne, parce que alors là, de temps en temps, on peut voir sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns qui serrent bien fort parce qu'ils veulent avoir justement la petite couronne gravée sur la couronne, justement, ils veulent l'avoir bien droite. Ouais, non. Ça, danger. Danger. Le serrage de la couronne, À dès la qu'il y a main, une résistance, à on la arrête. main, on arrête. C'est exactement comme les joints en plomberie. C'est la même chose. Hein. Trop serré, on coupe le joint. On comprime le joint. Oui, en plomberie, on dit tout le temps, pour le serrage, pas besoin d'outils. Non, à la main. À la main. Voilà, et là on est sur des écrous et ainsi de suite. Exactement, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un joint caoutchouc est élastique. Si on le comprime, moi j'ai vu des gens serrer justement comme tu disais pour avoir la couronne bien droite, ce qui est quasiment impossible d'ailleurs. Hein, mais coup de chance, je crois que là j'en oui. suis pas loin sur ça. Ah oui, bon, peut-être qu'avec l'usure j'y arriverai. Exactement, c'est vraiment, j'ai pas mes lunettes, mais c'est vraiment un coup de bol. Mais c'est vrai que... ah oui, tu es pas mal, oui, effectivement, tu es pas mal du tout. On va essayer de voir si... Hop, on va la mettre, voilà. La couronne, effectivement, là, on est pas mal du tout. Mais un joint, si on le comprime trop, il va être étanche une fois. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez le surcomprimer, comprimer le joint a dépassé son seuil d'élasticité. Comme toute matière, et on utilise le caoutchouc pour ça, pour avoir ce seuil. Alors, on n'est plus sur des caoutchoucs. Je dis caoutchouc, maintenant on est sur des matériaux bien plus élaborés que ça. Oui, tout à fait. Mais voilà, sur le principe, on a une élasticité de X. Donc on est au moins à 2 fois sa propre taille. Donc on va visser la couronne à la main facilement, on va bloquer la couronne, on va diviser en 2 l'épaisseur du joint. Très bien. Jusque-là, ça va, puisque quand vous allez le redivisser, il va reprendre sa forme. Pas de problème. Quand on va forcer, vous allez comprimer le joint en dessous de son seuil d'élasticité. C'est-à-dire qu'on va le comprimer, le déformer. Il y a un écrasement là. Écrasement, exactement. On va écraser et on va l'étendre. Donc il est dans un tube, donc c'est là où il devient dentelle. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas la place. Donc il faut bien qu'il aille quelque part. Alors il va aller au centre, c'est-à-dire que le surplus de matière va s'intégrer au centre. Donc rendez-vous compte le danger, puisque quand vous allez la prochaine fois remettre à l'heure, vous allez tirer la tige. Donc toute cette matière va ressortir. Quand vous allez revisser la couronne, ça se met où? On n'en a aucune idée. Et là, on n'a plus d'étanchéité. C'est le coup de mon mérou. Est-ce qu'il faut changer une date sur une Rolex avec laquelle on plonge? Non. Donc voilà, parce que c'est risqué. C'est déjà risqué sur des vissages normaux. Évidemment, si on survisse, là, c'est une catastrophe, parce que ça va être systématique. Une fois, 2 fois, ça passe. On a encore une fois, j'ai pas d'action, des joints de très haute qualité. Par rapport à d'autres marques, honnêtement, j'utilise, je ne devrais pas le dire, Rolex sur d'autres marques. Quand j'ai des joints qui correspondent, parce que j'ai des problèmes avec des joints, je ne citerai pas les marques, mais sur d'autres marques qui donnent aussi de la montre de plongée. Et les joints, c'est une horreur. C'est très dur, ils sont très durs. Au bout de 2 fois, 3 fois qu'on visse et divise la couronne, même moi en atelier, les joints, il est complètement marqué. Il commence à avoir une creusure, donc avec un risque de découpe, puisque là, la matière va se découper. Moi, je mets des joints Rolex. Ouais, c'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais l'idée de surserrer, surtout pas. C'est le fond, c'est pareil. Alors, Rolex, pour le fond. Autant pour la couronne, vous avez une plage de travail un peu importante. On ne peut pas le diminuer. Autant le fond, on l'a diminué, c'est pour ça qu'il y a peu de filetage, puisque vous venez en buter. Au-delà d'un certain temps, vous comprimez. C'est pour ça qu'il faut utiliser les joints adaptés à chaque boîtier. Attention, si le joint n'est pas adapté ou trop épais ou trop fin, ben vous avez métal contre métal et le joint qui bouge, j'exagère, mais c'est un peu ça.
et qui n'est pas assez comprimé ou trop épais, on a le même phénomène, c'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir avoir un micro-jour qu'il faudrait. Donc on comprime acier sur acier, sauf que là le joint il est partout et il est dans le filetage. C'est encore plus dangereux parce que quand on va le redévisser ou même l'étanchéité à moitié, et quand on va le dévisser, les filets vont découper le joint. Et ça je peux vous dire qu'on le voit. Donc parce que une référence de joint est X, tiens j'ai celle-là, hop, ça va en taille, ça va, mais ça va pas en épaisseur. Et donc là, grave. Donc c'est vrai que le joint, en aucun cas, il faut le surserrer. Ça c'est certain, il faut le serrer à la main, de manière convenable. Donc au niveau de la commande, c'est un ressenti, une fois que c'est serré. Exactement. Il n'y a pas de, je ne vais pas vous dire avec une clé dynamométrique qu'il faut serrer de temps. On peut pas, on n'a pas l'idée. Mais, on parle d'une montre et d'une couronne. Voilà. Donc, mais c'est vrai que quand vous sentez une résistance, moi je dis toujours, quand vous commencez à sentir, parce que ça se sent le joint qui vous mettez un petit dixième de tour supplémentaire. Et c'est bon. Comprimez le joint, c'est tout. Là où se trouve la couronne. On tombe bien comme là, on tombe un peu moins bien, tant pis, personne ne voit. Le poignet, donc il faut un peu aussi, voilà. Mais voilà. Encore une fois, vous vissez la couronne une fois, pas de problème. Vous la vissez 2-3 fois parce qu'elle est à date ou parce que vous, effectivement, vous la mettez pas tout le temps et il faut la remettre à l'heure malgré tout. Le risque, il n'est pas la première fois, il est 2-3 fois. Et encore une fois, comme moi, je peux vous assurer une étanchéité avec tous les efforts qu'on aura fait de la terre et la graisse et le truc et le machin et tout le protocole obligatoire pour rendre une montre étanche. Moi, je veux bien le faire. Maintenant, c'est vous qui utilisez la montre, c'est pas moi. Donc, comment vous garantir, vous dire, oui, monsieur, je suis zen, votre montre est étanche à 200 mètres. Vous pouvez plonger à 200 mètres, mais la touchez pas, quoi. Et oui. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Roy. Merci pour toutes ces préconisations, pour toutes ces explications. Merci de m'avoir surtout écouté. Encore une fois, évidemment, un certain temps et très bavard. On devait faire 15 minutes, on en est à 1h10. C'est pas grave, c'est passionnant. Et puis voilà, cette montre est étanche, elle va continuer à l'être. Et puis dans tous les cas, s'il y a besoin, il y a les horlogers comme Roy Bayerlein au Centre Horloger de Provence. Merci beaucoup, Roy, et à très vite. À très bientôt.